This conference will now be Donc, recorded. vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Très bien. Désolée pour la... Donc, cette session du webinaire du Health Coaching est la seconde. On en avait fait une le 22 avril dernier. Donc, c'était avec mesdames Mariama Satina Dialossi et madame Nicole Gakou. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir deux grandes dames spécialistes et experts en leur rang et titre dans le secteur des finances, de la microfinance des PME, respectivement en Afrique de l'Ouest, et basée depuis le Sénégal, Dakar, pour Madame Ndeye Kadidiak, qui va se présenter tout à l'heure, et de l'autre côté pour Madame Maïmouna Bari Baldi. Alors, je suis Mariam Tendou Camara, donc la fondatrice de Madame Digital, et nous serons modératrices avec moi et Madame Anne Fatou Soiré. Nous sommes donc représentantes respectives de Madame Digital et Fatou Soiré Anne de l'ONG Ouafrica, qui sont les organisations qui sont derrière cette initiative du Health Coaching. Immédiatement, je voudrais passer la parole à ma chère Ndeye Kadidiak, pour qu'elle puisse faire elle-même une introduction de sa personne, de son rôle et de sa structure. Ndeye Kadidiak. Voilà, le micro, Madame Diak. Madame Diak, le micro. Voilà. Non, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Marianne, Fatou, je commencerai par vous remercier ainsi que votre équipe de nous avoir permis en fait d'avoir cette occasion de partager au cours d'une crise planétaire. Je suis donc Ndeye Kadidiak, comme tu l'as si bien dit, je suis directeur général adjoint de CGF Bourse. Nous sommes une société de bourse basée à Dakar. Et j'ai eu la chance, je dirais, la chance d'être sur le marché financier, donc sur les marchés financiers de la zone UEMOA depuis le début. Là, je fête mes 25 ans dans ma structure, mais le marché n'a que 22 ans. Donc, c'est un marché que j'ai vu naître et j'ai un peu participé à sa création. Et j'y suis depuis. Je n'ai jamais fait autre chose que du trading, du conseil, de l'ingénierie financière. Voilà. Donc, ça fait 25 ans que j'y suis. Je me suis présentée brièvement pour laisser la place à Marianne. Marianne. Ma présentation, moi, en tant que ou bien participante, ou bien il fallait que j'entre dans le vif du sujet. Oula, on n'entend plus Marianne. Marianne, on ne t'entend pas. Oui, non, elle a enlevé son micro. Oui, en fait, j'ai ce réflexe de mettre maintenant le micro parce qu'à chaque fois, c'est pour éviter s'il y a des appels que ça perturbe la session. Donc, je voudrais remercier ma chère Ndeye Kadi. Oui, c'est bon pour cette première introduction de ton profil et de ta personne. Je voudrais demander à Maïmouna Bari de se présenter à son tour. D'accord. Voilà, merci mesdames, bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse d'être parmi vous cet après-midi-là. Et je remercie encore Mariam et puis Fatou de m'avoir tiré jusqu'ici. En tout cas, je suis très heureuse d'être là. Donc, pour me présenter brièvement, donc Maïmouna Bari, je suis mariée, je suis mère de 4 enfants. Donc, moi, j'ai un parcours qui a commencé par les métiers de l'audit financier. Donc, j'ai commencé comme auditeur financier, d'abord au bureau de PricewaterhouseCoopers ici en Guinée. Après, j'ai rejoint la firme au niveau de la République démocratique du Congo. Et j'étais spécialisée en audit des banques et microfinances. Donc, cette expérience m'a conduit dans une seconde étape à être directeur financier comptable de la filiale congolaise du groupe Bank of Africa, dans laquelle mon rôle a été
principalement de mettre en place la direction financière, les outils de pilotage par après l'analyse des performances de la banque. Je suis restée dans ce rôle-là à peu près pendant 5 ans. Jusqu'en juillet 2015, j'ai voulu rentrer dans mon pays et là, j'ai pu rejoindre la Guinée en tant que directeur général adjoint de NCA Assurance. Et depuis janvier 2020, donc j'ai l'honneur de piloter la nouvelle filiale dont j'ai conduit le projet de création et tout, qui s'appelle NCA Vie Assurance. Donc voilà, depuis janvier, je suis DG de NCA Vie Assurance, qui a un rôle de gérer l'épargne, les risques liés à la vie des personnes, des sociétés, de gérer les capitaux des personnes, des ménages, des sociétés. Donc voilà brièvement pour ce que je peux dire sur mon parcours. Merci beaucoup pour ces 2 introductions, mesdames Nké Diak et Madame Barry. Comme vous le voyez, chères participantes et participants, le CV est lourd et les dames sont d'expérience. On va aller dans le vif du sujet. Donc, le thème de cette session, c'est épargne et finances face au Covid. Et c'est pour, bien entendu, les femmes chefs d'entreprise et les femmes entrepreneurs. Je pense que le plan de présentation, c'est qu'on aura des points de discussion. Je vais poser des questions. Et dans un premier temps, mesdames Diak et Madame Barry, Madame Diak et Madame Barry vont avoir une petite présentation qui vont permettre de faire une mise à niveau d'informations pour notre audience. Et je crois que je vais redonner la parole donc à Madame Diak pour qu'elle puisse faire sa présentation et nous expliquer, nous, le bas peuple, ce que c'est que cette notion d'épargne et particulièrement d'épargne collective, qui est un thème que Madame Diak, c'est son bâton de pèlerin, si je peux dire, puisque nous avons eu le privilège d'avoir Madame Diak lors du Diafin, le Diafin qui était la plateforme de dialogue sur l'inclusion financière qu'a organisée la Banque centrale de Guinée. Elle est venue depuis Dakar. Et dans la dernière session du health coaching avec Madame Gakou et Madame Si, elle a intervenu très rapidement pour parler de cette question. Donc évidemment, je pense que votre présentation va aller plus loin que cela, mais déjà, je vous passe la parole pour que vous nous présentiez les concepts que vous jugez utiles à introduire auprès de nos femmes, chefs d'entreprise et entrepreneurs dans cette période du coronavirus. Et juste après elle, Madame Barry fera aussi une présentation. Oui, en fait, Mariam, excuse-moi de te couper, mais on devait inverser parce que Madame Barry commence avec les concepts un peu plus simples et après, Madame Diak va sur les marchés financiers qui sont un peu dans le même ordre, mais un peu plus complexes, j'ai envie de dire. Donc, si tu peux juste inverser. Merci pour la remise à l'ordre, Madame Anne. Madame Barry, tout ce que je viens de dire à Madame Diak s'applique à vous. S'il vous plaît, éduquez-nous et expliquez-nous les concepts qu'il faut pour qu'on puisse suivre le fil de cette discussion de façon naturelle. À vous la parole. D'accord. Donc, merci pour la parole. Ce qui est sûr, c'est que quel que soit l'ordre, on parle d'épargne, on parle de finances, donc à la fin, on se croise. Donc, voilà, c'est le plus important. Oui. Donc, voilà, moi, donc mon intervention s'appuie à la fois donc, sur mon expérience sur les 3 profils, à la fois auditeur financier dans le domaine banque microfinance, de ce que j'en ai tiré. C'est un partage d'expérience également en tant que dirigeant d'entreprise, mais aussi de par mon parcours professionnel, aussi en tant que personne, en tant que femme, en tant que mère, en tant que voilà, individu. Donc, c'est ça. Donc, on l'a constaté depuis quelques mois, vraiment, le monde entier a été secoué par cette crise sanitaire du Covid-19 qui a vraiment révélé au monde entier notre sensibilité, notre vulnérabilité. Donc, face à cela, aujourd'hui, quand on regarde, rien n'exclut que ça n'exclut pas que ça peut se reproduire. Dans un court terme, dans un moyen terme, on n'en a pas la notion. Donc, on voit de plus en plus jusqu'où nous sommes exposés aux risques, aux aléas et jusqu'où nous sommes sensibles. Forcément,
à un moment donné, que ce soit des dirigeants, que ce soit les individus, chacun s'est posé certainement la question de repenser sa capacité d'être autonome, sa capacité de mobilisation, aussi sa capacité de gestion de son épargne face aux différentes crises. Et donc, face à cela implique non seulement un changement de comportement pour ceux qui ne sont pas rassurés, donc pour se rassurer davantage, mais également un changement de comportement de ceux qui sont spécialistes dans les métiers, tels que les banques, les assurances, les sociétés d'intermédiation financière. Voilà. Côté épargne, définir l'épargne, il existe plusieurs définitions de l'épargne, ça dépend de comment chacun s'y sent et tout ça. Moi, je définis l'épargne comme une partie de mon revenu que je mets de côté. Donc, j'ai un revenu régulier, je pensionne une partie de ce revenu, je le mets de côté pour faire face à un projet, pour faire face à des aléas, ou pour faire face à un besoin pour le moment dont je n'ai pas les moyens. Donc, c'est la définition simple que je donne de l'épargne. Quelqu'un donnera une autre chose, mais ce qui est sûr, c'est quelque chose, je pensionne, je mets de côté et c'est par rapport à quelque chose. Donc, ça répond à un objectif bien déterminé. Donc, pour cela, je me dis que chacun a un état d'esprit face à l'argent. Chacun a un état d'esprit face à l'épargne. C'est un peu ce que les Américains ou les Anglais appellent le mindset. Donc, par rapport à chacun, comment il a son état d'esprit, il sait comment il se comporte face à l'argent. Je peux avoir 100 millions, moi je peux dire je peux épargner 20 millions. Je peux avoir 100 millions, je vais dire non, je ne vais pas épargner, je ne suis pas arrivé à niveau. Donc, il y a un état d'esprit de chacun face à l'épargne déjà qu'il faut savoir. Ça se travaille, d'autres sont éduqués avec, d'autres sont baignés dans une culture où cela est assez élevé. Donc, il nous faut aussi, il y en a aussi ce comportement face à l'épargne est conditionné aussi de comment on se projette dans le futur. Quand je suis un jeune cadre, je viens de commencer à travailler, quelqu'un peut se contenter d'être sur le taxi, un autre peut se dire oui, dans 2 ans, 3 ans, je ne me vois pas à pied, j'ai besoin d'être dans une voiture. Je suis chef d'entreprise, aujourd'hui je suis à Conakry, demain je veux être certainement à Kindia. Donc, pour ça, j'ai des besoins. Par rapport à ça, je me pose des priorités. Et par rapport à ces priorités, je prends des décisions. Donc, il y a un fil conducteur, il y a quelque chose qui m'amène vers l'épargne. Donc, j'ai mon état d'esprit, j'ai comment je me projette et surtout, j'ai mes priorités. Pour moi, c'est des éléments très importants qui impactent notre comportement face à l'épargne, que j'ai défini un peu plus tôt. Donc, cette épargne-là, je peux décider de plusieurs formes. Je peux la décider en forme de moyens de paiement. Donc, c'est des biens liquides. Je décide, voilà, tous les mois, les 100 000 ou les 10% que je prends là, je les garde quelque part. Je peux décider d'en faire sous forme de placement. Ça peut être donc des tontines. Je participe à des tontines toutes les semaines. Ce que j'ai décidé là, je prends, je partage et tout ça, c'est des tontines. Ou alors, j'ouvre un compte courant dans une banque, je dépose. Ou je vois une société d'assurance vie, je fais des placements en assurance vie, ça peut être pour de la prévoyance d'essai, ça peut être pour une retraite, ou alors ça peut être juste une capitalisation. Donc voilà, j'ai décidé de la forme de l'épargne que je vais avoir. Donc voici en quelques termes comment je peux donner cette première partie sur des notions simples d'épargne pour que chacun se retrouve en fait, pour que chacun voit en fait que dans son quotidien, dans son vécu, il est confronté à la notion d'épargne. Voilà. Par rapport au partage d'expérience, en tout cas, moi, en tant que Peul, où la culture d'épargne est très élevée, donc le mindset est vraiment influencé par cette culture Peul-là, je peux dire que épargner un tout petit peu sur son revenu, même étant jeune cadre, personnellement, ça m'a poussé à pouvoir réaliser un projet immobilier que je ne pouvais pas imaginer le faire si on ne m'avait pas appris que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, avant les 10 ans de carrière, en tout cas, j'ai pu réaliser un projet immobilier aujourd'hui qui me garantit une certaine autonomie et qui me remet en confiance. Parce que tout peut arriver dans la vie. Au moins, je me dis, ces petits rendements financiers que je peux avoir sur le loyer me permet un peu de me retrouver en cas de cas. Donc, ce que je tire de cela, c'est que l'épargne, à tout moment, on peut la faire. On n'a pas besoin d'être riche, on n'a pas besoin d'être DG, on n'a pas besoin d'être à un certain niveau. Mais même étant jeune cadre,
si jamais tu t'es projeté comme il faut, tu peux y arriver. Face aux aléas de la vie, je parlerai de la souscription auprès des compagnies d'assurance, avoir de la prévoyance. Je sais que mes enfants grandiront, ils iront à l'université, je sais que tout peut arriver. Je peux partir d'un jour à l'autre. Certainement, ce que j'ai aujourd'hui ne permet pas, mais cela me permet d'aller vers les compagnies d'assurance ou aller vers les banques. Ça me permet de garantir une certaine épargne. Sachant que la différence entre les banques et les assurances, c'est que les assurances garantissent une épargne et les banques te mettent à disposition ton épargne que tu as constituée. Donc, c'est pour dire que en plus de pouvoir te projeter, de conduire ton projet, de pouvoir te projeter face aux aléas de la vie, tu as également la notion de fructifier ce que tu as mis de côté. Et ça aussi, c'est-à-dire que là, tu te dis que l'épargne que j'ai là, elle doit me rapporter quelque chose. Donc, je la prends, je la mets dans une banque, je la mets dans une société de microfinance, en tout cas, je la mets auprès des professionnels pour que cela me ramène des gains futurs. Je peux acheter des actions, Mme Diak en parlera certainement. En tant que dirigeant d'entreprise, c'est la même chose, on se projette aussi. On se dit, voilà, je suis chef d'entreprise, je fais un business plan. Je me projette sur les 3 prochaines années, comment je me vois? Je me vois comme ça, voici comment sera mon activité. En tout cas, voici, en fonction de ce que je vois là, je me dis, oui, j'ai besoin de me financer sur fonds propres. C'est beaucoup moins cher que d'aller me financer par rapport à des prêts au niveau des banques ou d'autres institutions. Ou alors, je me dis, oui, j'ai une certaine épargne, elle est là, donc j'ai pu mettre de l'argent de côté, mais il faut que ça serve à quelque chose. Donc là, je fais des placements pour rentabiliser ma trésorerie. Et en tant que chef d'entreprise aussi ou entrepreneur, nous avons aussi une obligation, on a un rôle de protection en l'égard de nos salariés face à leur épargne. Nous devons les aider à épargner, nous en avons les moyens. Il y a certes la Caisse nationale de sécurité, mais il y a d'autres voies et moyens que nous, chefs d'entreprise, devons mettre en œuvre pour cela. Et ça, c'est la même chose que j'ai cité plus tôt. Là, au lieu d'être soi-même le bénéficiaire, mais on le fait aussi pour les employés. Ce qui se passe souvent autour de nous, nous voyons des femmes qui sont dans des réseaux, comme on dit à Conakry ici, des CRE, donc c'est des associations de femmes qui sont dans des activités tontinières, vraiment qui brassent beaucoup d'argent. Moi, j'étais surprise dernièrement de découvrir que la femme de ménage chez moi, toutes les semaines, elle déposait 30 000 dans une association où elles étaient 30. Donc, toutes les semaines, c'est 30 000. Imaginez fois 30, donc chacune prend sa tourne. Donc, c'est de l'informel. Il y a de l'argent qui est là. Il est important que nous les aidons à garantir cela. Parce que dans ça, il y a un risque quand même que l'un, c'est-à-dire que ce n'est pas garanti forcément. Sur les 30, peut-être 15 vont s'en acquitter, les 15 autres ne vont pas les faire. Aujourd'hui, que ce soit les assurances, les microfinances ou les banques, de plus en plus, les produits sont en train d'être faits pour les accompagner. Donc, par rapport à l'épargne traditionnelle de certaines dames aussi, à savoir thésauriser l'argent dans des bijoux, dans des moyens de paiement, nous ne devons pas perdre de vue que cela présente des risques à travers les vols, aussi même une insécurité parce que personne n'est tranquille de savoir que oui, j'ai de l'argent dans ma maison. Donc, il faut que nous aussi, les professionnels, qu'on essaye d'aller faire un travail de pédagogie envers ces personnes-là pour essayer de dire, voilà, voici ce qui peut vous rassurer de l'amener, voici ce que vous y gagnez, voici ce que ça peut vous ramener. Voilà, les femmes sont vraiment très portées sur l'épargne, c'est une notion qui existe, on voit une femme petit à petit, vraiment, on est des fois surpris de voir que voilà, une femme qui n'a pas peut-être un salaire de 5 millions, mais tu es surpris de voir tout ce qu'elle gère autour d'elle. Donc voilà, les leçons apprises vraiment, et les leçons apprises moi de ce parcours-là par rapport à celles que j'ai rencontrées, que ce soit au niveau des microfinances, où tu rencontres plein de dames très battantes et tout ça, c'est que épargner est bien possible, quelle que soit sa bourse. Il nous appartient de voir jusqu'où on est prêt à, quelles sont nos priorités. Il faut aussi noter que c'est l'épargne qui nous sécurise, c'est l'épargne qui nous rend autonomes, et surtout, ça nous apaise. Donc voilà, pour ne pas dépasser le délai, le temps, puisqu'on aura une séance de questions-réponses, voici en quelques mots comment je peux introduire de façon traditionnelle, de façon simple, la notion d'épargne.
Donc, garantie, disponible, investi, et voilà. Chère madame. Merci beaucoup, Madame Barry. Merci beaucoup, Madame Barry. C'était très clair. Très, très clair. J'ai beaucoup de questions, mais comme on va essayer de gérer le temps, je vais immédiatement passer la parole à Ndaïkadi Diak, Madame Diak, pour qu'elle puisse justement, de son point de vue, en tant que directrice générale adjointe d'une société d'intermédiation, nous faire une petite présentation sur les concepts clés qu'elle souhaiterait brosser bien avant qu'on rentre dans la discussion. Merci beaucoup, Mariam. Madame Barry a bien expliqué le système d'épargne. Et moi, j'insiste là-dessus parce que nous savons déjà que l'épargne collective est une question de survie dans nos pays. Parce que nous avons les tontines, nous avons aussi d'autres organisations qui nous le prouvent. Ce sont ces systèmes-là qui bénéficient à toutes les couches sociales de nos pays. Et il est vraiment difficile de mesurer son impact parce que tout simplement, dans les 3/4 du temps, c'est de l'informel pur. Et se faire accompagner par des professionnels entraîne la formalisation, entraîne l'inclusion financière, entraîne tout cela. Et dans notre cas de figure, nous qui sommes sur les marchés financiers, c'est un système qui est complètement nouveau pour nos populations. Certes, notre bourse a 22 ans, mais jusqu'à présent, on sent de la réticence parce que tout simplement, les gens pensent, en écoutant le terme bourse, ils pensent souvent, fréquemment à tout ce qui est fluctuation, à perte, à chute, etc. Alors que ce n'est pas forcément cela. Donc, je vais un peu vous introduire dans mon environnement en vous faisant une petite présentation qui va vous familiariser avec nos termes qui peuvent paraître très, très compliqués. Madame Anne, vous me faites partager l'écran. Oui, et en plus, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté. Il y a quelqu'un, ça dit user PC. Je ne sais pas si tu vois, ça fait que la caméra de Madame Diak est un peu en décalage. Je ne sais pas si tu peux. Il y a quelqu'un qui est connecté en caméra, je crois. Attendez. Okay. Je mets le micro. Madame Diak, je vous ai donné les droits. Normalement, vous devez pouvoir partager votre présentation. Et la personne, oui, je l'ai vu. OK, je vais lui envoyer un message. Excellent. Voilà. Donc, ma présentation sera toute simple. Je vais d'abord vous présenter ce que nous représentons. Ensuite, le marché financier en lui-même. Et puis, vous me amener vers des produits d'épargne collective. Donc, qu'est-ce que nous sommes au juste CGF Bourse? Nous sommes une société intermédiaire. Nous faisons de l'intermédiation pure. Nous avons été créés en 98, donc nous avons le même âge que le marché. Et notre présence est en sorte que tous ceux qui veulent venir sur le marché, c'est-à-dire acheter, vendre des titres, doivent passer impérativement par une société telle que la nôtre. Nous avons donc comme domaine d'activité, donc c'est une société qui a un capital de 1,5 milliard, nous sommes certifiés et nous avons une notation. Nos domaines d'activité en intermédiaire, c'est l'émission d'actions et d'obligations, c'est-à-dire émission, c'est-à-dire une société qui veut ouvrir son capital aujourd'hui, nous structurons l'opération jusqu'à l'amener vers le marché. Pour l'obligation, c'est une structure ou un État qui veut emprunter sur le marché, donc aller vers les particuliers, aller vers les structures pour pouvoir emprunter des fonds sur notre marché. On structure ces opérations-là aussi et on les amène vers l'introduction en bourse. Notre cœur de métier aussi, c'est négociation, conservation, c'est-à-dire aller acheter les titres, les conserver au nom du client, de financement structuré et de l'ingénierie financière et conseil. On fait
on fait tout cela en termes de domaine d'activité. Donc, nous gérons en retail, on est sur le retail, donc sur les petits comptes. On y est arrivé en 2012 et on gère plus de 22 000 comptes aujourd'hui. Et nous avons une plateforme qui permet à tous ceux qui se connectent, tous nos clients, de pouvoir se connecter sur leur compte et voir un peu comment se passe le marché et faire intervenir sur le marché directement. Et à côté de cela, on a une filiale qui s'appelle CGF Gestion. Et cette filiale-là, c'est elle qui crée tout ce qui est l'épargne collective, l'épargne salariale, tout ce qui est épargne collective, c'est elle qui le met en place et qui nous permet de le commercialiser sur le marché. Donc, on a 25 fonds communs de placement, on a plusieurs plans entreprises et des clubs d'investissement que nous gérons. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Donc, vous avez la société de gestion et d'intermédiation qui fait les transactions en bourse et vous avez à côté la société de gestion pure d'épargne collective. Et qui dit marché, on va parler du marché financier de l'UEMOA. Donc, parlant du marché financier de l'UEMOA, c'est qu'est-ce que le marché financier? C'est comme tout marché, c'est juste là où vous offrez un produit et la loi est faite par les acheteurs et les vendeurs. Donc, c'est la rencontre en fait de la capacité de financement versus le besoin de financement. Ceux qui ont besoin de financement se présentent en présentant des actions ou des obligations. Et à côté de cela, vous avez ceux qui ont la capacité de financement qui viennent, qui disent, bon, je veux participer, je veux être actionnaire ou bien je veux être prêteur de cette structure-là en qui je crois. L'action et l'obligation, la différence, c'est qu'avec l'action, vous êtes propriétaire, donc bénéficiaire d'une partie de cette société-là. Et avec l'obligation, vous êtes juste un prêteur. Donc, comme le terme l'explique si bien, vous aurez la structure qui vous emprunte aura l'obligation donc de vous rémunérer l'argent prêté et aussi de vous payer votre capital au moment de l'échéance. Et donc, qu'est-ce que ce marché-là permet de faire? C'est un marché des capitaux. Le marché des capitaux, c'est tout simplement le marché de l'argent. Il donc assure le financement de nos économies en conciliant les besoins des prêteurs et des emprunteurs. Donc, celui qui prête, il vient avec ses fonds et il a en face de lui un emprunteur à qui il remet. Donc, permettre une meilleure gestion du déficit des États. Les États viennent souvent sur nos marchés pour emprunter vers les particuliers comme les institutions et qui participent à cet effort-là pour permettre à l'État de résorber son déficit. Créer de la richesse pour les épargnants, oui, parce que tout simplement, quand vous achetez une action, vous vous attendez à recevoir un dividende. Quand la structure marche, vous recevez un revenu annuel. Et comme dernièrement Sonatel qui a remis des dividendes, et pareil pour les obligations, vous prêtez à la structure qui vous donne un taux d'intérêt. Ce sera semestriel, ce sera semestriel ou annuel, ça dépendra, mais il vous remettra toujours quelque chose. Et ça peut aller jusqu'à un taux de 6,5%. Faciliter les opérations en capital. Servir de référence pour la valorisation des entreprises, parce que nous allons revenir sur tous ces termes-là, et améliorer l'accès au financement pour les entreprises. La particularité de notre marché est que nous sommes un marché qui réunit les 8 pays de l'UEMOA, ce qui veut dire que tous les produits que nous mettons sur le marché, nous sommes obligés de communiquer dans tous ces 8 pays de l'UEMOA pour pouvoir le présenter. Si l'État du Sénégal emprunte, il empruntera dans la zone UEMOA et tout le monde, ces 8 pays-là pourront participer. Si une action se fait coter en bourse, à ce moment-là, tous ces 8 pays-là pourront en bénéficier. Donc, ces 8 pays sont autour d'une bourse unique et nous avons un organe donc, qui s'occupe de tout ce qui est compensation. Et cette bourse-là est basée à Abidjan.
L'organe donc dépositaire central, lui aussi, il est basé à Abidjan. C'est lui qui s'occupe de la compensation, ce qui veut dire que et l'acheteur et le vendeur, les fonds arrivent de l'acheteur pour être transférés vers le vendeur et vers le vendeur remet des titres qui vont être transférés vers l'acheteur, vice versa. Donc, c'est ce que ça régule en fait. Ça s'occupe donc de tout ce qui est règlement des séances. Et nous avons l'instance, donc notre organe régulateur, qui est l'équivalent de la banque centrale, donc BCEAO pour les banques. Et cette instance de régulation-là, c'est elle qui remet tout agrément pour et les sociétés de bourse, et les sociétés de gestion, et les apporteurs d'affaires. Le marché financier régional qui compte 30 sociétés de gestion et d'intermédiation. Chaque société de gestion et d'intermédiation, telle que la nôtre qui se présentera, devra montrer son numéro d'agrément. Elle est agréée par cet organe régulateur-là, qui est le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Il y a des alliances de notation aussi qui sont agréées sur ce marché-là. Et tous les produits, comme les actions, quand une société décide de se faire coter, aura un agrément. Quand un État décide d'emprunter, sera toujours agréé. Il y aura donc toujours le tampon de ce conseil régional-là. Et aujourd'hui, sur notre marché, il y en a plusieurs. Il y a le marché des actions, donc les sociétés qui désirent se faire coter. Il y a 46 sociétés cotées, regroupées en 7 secteurs. Et en capitalisation boursière au 31 mars, ils représentaient sur le marché 4 000 milliards. Donc, ces 46 sociétés-là pèsent, c'est-à-dire le capital de ces structures, de toutes ces structures-là, fois le cours de chacune des actions de ces structures-là, pesait 4 000 milliards sur le marché. Sur l'obligation, tous les emprunts, aussi, il y a 42 titres obligataires sur le marché. Et sur ces 42 titres-là, ils représentent aussi un peu plus de 4 milliards, donc près de 5 milliards, 4 700 milliards sur le marché en poids. Donc, ce qui fait qu'une fois que ces titres-là sont cotés, ça permet de créer un deuxième marché qui est le marché secondaire. Et ce marché secondaire-là permet d'acheter et de vendre. J'achète d'un côté, de l'autre côté, je suis vendeur. Allô? Oui, on vous écoute, on vous entend parfaitement. Non, j'entendais quelqu'un parler en bas. Donc, le marché secondaire. Fatou? Non, vas-y, continue, Madame Diack. Donc, le marché de la bourse, on l'appelle le marché secondaire, c'est un peu le marché d'occasion. Quand vous entendez bourse, sachez que c'est occasion, parce qu'il y a eu un premier marché qui a permis l'émission de ces titres-là, et une fois que c'est coté, donc tout le monde peut en bénéficier. On peut entrer et sortir. Et donc, basé sur tous ces produits-là, aujourd'hui, avec notre société de gestion, on a pu créer de l'épargne collective, donc des fonds communs de placement permettant à des groupements de venir, de s'associer ensemble et en le même objectif de se dire, on va sur le plan épargne, on va sur ces fonds communs de placement-là pour pouvoir faire fructifier notre épargne, donc rentabiliser notre épargne. Parce qu'aujourd'hui, l'épargne, le concept d'épargne est bien ancré puisqu'il y a tontine de quartier, il y a tontine au bureau, il y a tontine partout, mais seulement l'utilisation de cette épargne-là ne bénéficie pas à notre économie. Aujourd'hui, le bénéfice se fait, c'est de l'alimentaire. Je fais une tontine parce que j'ai besoin. On a même des tontines basins. Donc, tout est relatif en fait. Donc, aujourd'hui, avec le plan épargne, un plan épargne dédié, vous avez la possibilité d'être en un groupement, d'être ensemble et de dire voilà ce que nous voulons faire. Et un plan d'épargne dédié. Je voudrais, est-ce que je peux vous arrêter? Oui. Parce que vous nous avez donné beaucoup de concepts. Et si moi je commence à être essoufflée, j'imagine nos participants. Donc je voudrais, si on va faire une petite dérogation au programme, nous permettre de faire le lien un tout petit peu pour nous, parce que pour vous, vous nagez dans ce que vous faites.
Mais moi, je crois que Fatou aussi. J'ai des petites questions pour faire le lien avec ce que nous sommes, c'est-à-dire nous, femmes entrepreneurs, nous, femmes chefs d'entreprise. On comprend que d'un côté, Madame Barry nous a expliqué qu'il y a un certain état d'esprit qu'il faut avoir parce qu'il y a se projeter, il y a de la planification et il y a aussi cette envie de pouvoir se sécuriser. Et de l'autre côté, je vois que vous nous expliquez aussi l'écosystème de ces marchés de capitaux et de marchés financiers qui existent. Et vous voulez aller maintenant vers les concepts du plan d'épargne pour faire le lien. Mais de façon très simple, qu'est-ce que tout cela a comme intérêt pour une femme qui est dans son entreprise ou dans ses activités entrepreneuriales et qu'elle est en train de gérer des problèmes de tous les jours? Elle-même, elle n'arrive pas à gérer ces problèmes parce qu'il y a la pandémie du coronavirus. De façon très claire, expliquez-nous ce que vous essayez de nous donner comme message. Parce que c'est ça que j'essaie de demander. Dans un langage qui n'est pas un langage financier, mais pour nous, voilà, on veut des... Je crois que je parle pour beaucoup de personnes, mais j'ai envie que vous fassiez le lien avec cela pour nous permettre de vous suivre. D'accord. Donc aujourd'hui, une femme d'entreprise qui gère 36 000 choses, elle gère une trésorerie, souvent très tendue. Donc, dans cette trésorerie-là, il faut penser au concept d'épargner pour le futur en temps de crise. Comment est-ce qu'on épargne? Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on consomme tout en se disant, je n'ai pas le temps de prendre de réserver un petit montant en disant, ce petit montant-là, je vais le réserver en cas de coup dur. Est-ce que dans sa gestion de trésorerie même, elle pense à dire, bon, rentabilisons cette trésorerie-là. Comment est-ce que cette trésorerie-là, elle peut être scindée? Parce que dans tout revenu, on doit avoir le concept de sérier. Je série mon revenu. J'ai besoin de ce montant-là sur du très court terme. Donc, je peux le placer sur du très court terme, c'est-à-dire sur 2 mois, sur 3 mois. Et donc, ça génère un rendement. Comme je peux dire, cette partie-là, j'en ai besoin dans 6 mois, 1 an. Qu'est-ce que je fais de ce 6 mois, 1 an-là? Je le place sur le 6 mois, 1 an en me disant, ça va générer aussi du rendement, ainsi de suite, jusqu'à aller sur du long terme. Donc, sur la partie du long terme, je dis, cette partie long terme-là, je vais faire en sorte que ça soit mieux rentabilisé. Au lieu d'avoir le 2%, 3% du 3 mois, je vais faire aller jusqu'à dire, bon, je vais faire en sorte d'avoir peut-être du 6, du 7% sur tout ce qui est long terme. Et donc, ça me permet de souffler parce que ces revenus-là, je les reçois périodiquement. Si je suis sur une action, je reçois un dividende périodiquement. Mais être sur l'action, c'est être dans du dynamique. On peut gagner, perdre. Mais être sur une obligation, vous avez une obligation qui peut durer 7 ans, 10 ans, ou bien 5 ans. Cette obligation me donne 5 ans, du 6, 5 ans, du 7, je peux me mettre dedans sur cette partie dont je n'aurai pas besoin pour l'instant. Mais en sachant que tout ce que je place génère un revenu. Donc, en fait, c'est ce principe-là. Ça s'appelle la gestion de la trésorerie. Et pour un particulier qui vient, qui dit, bon, moi j'ai, ou bien un groupement, un GIE qui dit, bon, on a une épargne, une tontine. La tontine, on donne 500 000. Bon, il faudrait qu'on fasse la différence entre francs guinéens, francs CFA. Donc j'ai 500 000. Fatou va convertir en francs guinéens, moi je convertirai en francs. J'ai 500 000 par mois parce que début d'année, une de mes sœurs m'a appelé en me disant, j'ai une tontine de 500 000 par mois sur 1 an. Est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit, ça ne peut pas m'intéresser parce que sur ce 500 000-là, tu ne vas rien me donner. Tu ne me rémunères pas mes fonds, tu me gardes mes fonds. Et à ce moment-là, moi, je peux garder mes fonds et avoir du 5% au bout d'1 an sur ce 500 000-là que je placerai tous les ans. Ou bien du 6,50. Ça dépendra de sur quoi j'ai placé. Mais justement, toutes les deux, et là peut-être que je vais poser la question à Madame Barry, mais
Bon, parlons de cette question de tantine. Toutes les deux, dans les citations qu'on a recueillies de vous avant la session, vous avez fortement recommandé le modèle économique, en tout cas la pratique de la tantine. Mais j'ai eu des modèles où, vous savez, on va être très franc entre nous, hein. Nous, on a des statistiques et dans nos cohortes, comme je vous l'ai dit, on a regardé même cette fois-ci encore les chiffres, moins de 5 à 10 entreprises sur les 40 ou 50 qui s'inscrivent en plus de 10 ans ou 20 ans d'expérience, d'existence. Et vous savez, quand vous parlez de trésorerie, si on va insérer peut-être cette question dans le prochain questionnaire qu'on va faire. Beaucoup de structures n'ont pas une trésorerie qui leur permette de planifier de cette manière. L'attractivité, il me semble, des tantines, c'est que vous économisez, mais apparemment, le taux d'intérêt est plus élevé que les 3%. Corrigez-moi, Madame Barry, je ne sais pas si je ne suis pas une grande pratiquante non plus des tantines, mais dites-nous un peu qu'est-ce qui se passe là. Nous, on veut avoir de l'argent pour mettre dans la trésorerie si on n'a pas de trésorerie. Voilà. Donc, bon, il y a plusieurs questions que tu as posées en même temps. Pour revenir déjà à la tontine, en Guinée, le premier problème qu'on a, c'est que les tontines échappent au système économique, au système financier. Parce que les tontines se font entre les individus. C'est de l'informel, ça n'arrive pas au niveau ni des banques, ni des compagnies d'assurance. Et du coup, même cette tontine-là, les associations ou les groupements de femmes qui sont derrière cette tontine-là, nous avons déjà un travail de pédagogie à faire avec elles pour qu'elles soient autant en sécurité qu'elles le pensent, parce qu'elles n'ont pas forcément une épargne garantie déjà, ne serait-ce que l'épargne. Sans compter qu'elles ignorent que cette tontine-là, elles peuvent la rentabiliser. Donc, il y a déjà ça qu'il faut régler à notre niveau ici. Si tu as 200 femmes qui cotisent et que c'est l'une qui garde, alors que ça peut être placé dans une banque, ça peut être placé dans une compagnie d'assurance sur une certaine durée avec un taux d'intérêt là-dessus, c'est déjà pas mal. Ou alors, bon, on n'a pas la chance, nous, d'avoir une société d'intermédiation boursière et tout ça. Donc, voilà, aujourd'hui, déjà, c'est pour dire que même ce qu'on a sur aujourd'hui, nous, on a déjà un travail de reformater ce modèle-là, de venir rassurer les personnes face. C'est-à-dire les banques doivent rassurer, les compagnies d'assurance doivent rassurer. C'est déjà ça le premier défi aujourd'hui. Vous voyez. Donc maintenant, la deuxième question, je pense que je l'ai un peu perdue. Mariama? Non, je voulais juste, je la pose à toutes les deux. Hein. C'est-à-dire que j'ai essayé, je sais que vous avez votre plan de présentation bien prévu, mais je crois qu'on a reçu quelques questions à l'avance au préalable. Je voulais que vous demandiez de nous faire le lien avec le fait que beaucoup de femmes entrepreneurs sont dans le secteur informel. Elles font des transactions aussi informelles. Elles veulent aller vers le formel parce que nous travaillons, c'est sur ça que nous travaillons. D'ailleurs, la session d'avant, c'était ça. Ce que vous nous présentez comme outil et comme produit est viable et très intéressant, mais comment y arriver de façon que vous devez nous donner un schéma en sachant que vous nous présentez des schémas parfaits, mais que la réalité n'est pas en alignement avec le schéma. Ce que j'essaie de dire, c'est que beaucoup de femmes entrepreneurs, ou bien même celles qui sont au foyer, n'ont pas un mécanisme de trésorerie. Ce qui est attrayant, pour moi, je l'ai fait une fois avec les tantines, c'est que vous vous forcez à faire cette épargne, donc cet état d'esprit d'épargner, et ensuite, vous avez l'impression que vous allez avoir un retour sur votre épargne plus élevé que les 2 ou 3%. Et c'est ce que j'essaie de faire le lien entre aujourd'hui, comment aller vers vous, parce qu'apparemment, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Je ne sais pas, Fatou, si tu comprends ce que j'essaie de dire. Oui. En fait, on a eu les mêmes discussions un peu avec Madame Jack et Madame Barry. Oui. C'est vrai que la tendance des femmes est de se dire, bon,
Nos tontines, on connaît. Et Voilà. en fait, c'est de comprendre très simplement. Nos tontines marchent. On voit notre argent partir, on le voit revenir, tout va bien. Pourquoi on a besoin d'aller vers de l'épargne? Certaines Voilà. vous diront même, quand on va vers votre épargne formelle, ça nous coûte trop cher. Parce qu'on nous demande de payer certaines choses. On nous demande, il y a une certaine administration que, par exemple, certaines nous disent, nous, on fait de l'entrepreneuriat solidaire. Donc, quand on fait de l'entrepreneuriat solidaire et qu'on met en place ces fonds, ces tontines, on a de manière interne une sorte de système de volontariat qui s'occupe de l'administration de tout ça. Comment montrer aujourd'hui à ces femmes que non, en allant vers l'épargne formelle, il y a vraiment un gain et le gain est plus important, c'est-à-dire le bénéfice est plus important que le coût. Et un peu comment aller vers ça. Parce que les questions sont toujours les mêmes. Non, c'est trop loin de nous, c'est trop compliqué, c'est trop cher. D'accord, je veux bien. Déjà, Fatou, merci beaucoup et tout ça. Déjà, ma première réponse, déjà, c'est de dire... Allô? Oui, oui, on entend. Je pense que la première démarche d'abord doit venir du système financier, les banques, les assurances et puis toutes les autres sociétés. Vous savez, si je suis une banque et que mon siège est à Kaloum et que je ne pense pas aller ouvrir ma petite agence à Matoto au marché, comment la dame qui vend au marché de Matoto va se sentir prête à venir déposer l'argent? Donc, il y a déjà, nous, on doit aller vers, c'est-à-dire qu'il faut déjà densifier son réseau, aller vers ces agences-là, aller vers aller dans les cours, il faut vraiment aller vers le secteur informel. Donc, il y a déjà ça, il faut avoir une offre et un modèle adapté à notre, c'est-à-dire à cette population-là. Certainement. Donc, ce que tu dis aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je peux intervenir. Je m'excuse, madame. Maria a fini, hein? D'accord. Maria, tu dis on fait l'éloge des tontines. En fait, c'est pas faire l'éloge des tontines, c'est plutôt dire ce qui existe. Ce qui existe. Les tontines, c'est avéré. C'est un fait, ça existe. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit le mindset d'épargne, il existe. Donc, ça existe. Donc, tu m'as aussi parlé de schéma. Ça m'amène à une partie de ma présentation. Je vais aller directement au fonctionnement ça fait une année qu'on fait, on a 20 plans, on gère 20 plans épargne. C'est-à-dire qu'on a des groupements qui sont venus nous dire, bon voilà, nous on cotise tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans, voilà ce que nous cotisons et voilà ce que nous voulons. On veut pouvoir placer ça et gagner quelque chose, rentabiliser en fait ces fonds-là. Et qu'est-ce qu'on fait tout simplement? On les accompagne autour d'un règlement. Aujourd'hui, sur un plan épargne, quand on crée un plan épargne, donc un promoteur peut être un GIE, peut être une association, ils viennent en disant voilà ce que nous voulons. Nous voulons que vous nous aidiez à formaliser, à mettre en place tout cela. Et je fais un clin d'œil à Mesdames Gakou ici en leur faisant un petit coucou en même temps pour leur présentation du mois dernier. C'est revenu, formalisation est revenue avec Madame Gakou. Oui. Et aussi avec Madame Si, priorité. Formalisation. What if? Voilà. What if? Voilà, j'ai beaucoup aimé le what if. Oui. Donc aujourd'hui, quand on vient déjà en disant je veux créer un plan épargne, on est obligé de s'organiser. Qu'est-ce qu'on est? On est un GIE, on va s'inscrire en GIE. On existe, on est ensemble. Mais seulement sur le plan d'épargne, vous avez un règlement qui vous dit comment vous comportez par rapport à ce plan d'épargne-là. Dès que vous dites, OK, j'adhère, c'est votre contrat que vous avez signé. Si le plan d'épargne dit déblocage tous les 3 ans, ce sera tous les 3 ans. Si votre plan d'épargne dit les cotisations minimum sont de 10 000 francs, mais qui peut mettre plus pourra mettre plus, mais seulement ce sont les 10 000 francs qui seront bloqués sur les 3 ans.
Voilà quoi. Tout ça, c'est à mettre en place autour du règlement. Et avec ce règlement-là, on me dit souvent, ça coûte très, très cher. Après ce slide-là, vous verrez comment ça se passe. Aujourd'hui, un compte à CGF Bourse de 1 million, c'est 2500 l'an. 0,25%. Donc, ça coûte 2500 l'an. Un compte de 10 millions, 25 000, c'est plus tu montes, plus c'est important. Donc, aujourd'hui, la mise en place, Madame Gakou, je reviendrai à ce qu'elle a dit à nouveau, parce que Madame Gakou nous a rappelé qu'il faut être en association, il faut cotiser, mais il faut cotiser aussi pour la vie de l'association. Pour pouvoir aller présenter, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir appeler ces femmes-là, les regrouper et tout ça, c'est une vie que l'on donne à cette association-là. Si on dit, je mets à cotisation minimum de 10 000 francs, il n'y a pas une cotisation à côté qui fait vivre l'association. Comment faire avancer cette association-là? Comment faire avancer ce PIE-là? Ce sera toujours compliqué pour la suite. Parce qu'à un moment donné, ceux qui mettre des fonds en disant j'y crois, seront obligés de s'arrêter et dire ah tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre des cotisations pour faire vivre ce mouvement-là, ce groupement-là. Et donc aujourd'hui, quand le promoteur crée autour d'un règlement, les versements périodiques donc, sont intégrés dans le règlement et ces fonds-là sont placés. Et où est-ce qu'ils sont placés? C'est pourquoi on a toujours CGF Bourse qui gérera les différents comptes parce que Mariam peut me donner 100 000 francs, quand moi je ne peux donner que 10 000 francs, l'autre pourra donner 10 millions. Donc c'est cette mutualisation des efforts qui fait que ce groupement-là puisse vivre et puisse dire, bon, le déblocage se fera, mais il se fera quand vous aurez peut-être un projet, quand vous serez à la retraite, quand vous aurez des études à faire, quand vous aurez, je ne sais pas, whatever. Mais tout cela, là, ce sera à travers des produits, donc véhicules existants. Mariam, Mariam, on ne t'entend pas. Je peux? Oui. Mariam. Oui, c'est bon, on n'entend pas. Regarde, ton micro est mis. Voilà. Mariam. Fatou. Allô? Vous m'entendez? Allô, allô? Allô? Moi, oui. Allô? Je vous entends, Madame Diack. Oui. Donc, on vous entend bien, Madame Diack. Vous m'entendez, d'accord. C'est Mariam qui a... Non, c'est Mariam qu'on n'entend pas. Donc, voilà. Le temps qu'elle revienne, Madame oui. Diack, juste vous dire que il y a beaucoup de questions. Oh, oui. Beaucoup de réactions. Et d'ailleurs, j'ai même peur, Madame Barry, Maimouna, de lire que certaines sont en train de faire le procès du système bancaire en Guinée et de se plaindre vraiment du manque de disponibilité des produits ou bien de l'offre quand on va vers ces institutions financières. Une d'entre elles, Madame Roquet Andia, dit même que des fois, quand vous allez vers les banquiers, ils favorisent l'ouverture de comptes courants. Ils ne sont pas très chauds eux-mêmes parce qu'ils n'en bénéficient pas et elle en sait quelque chose. Je ne sais pas exactement ce qu'elle veut dire, mais en gros, voilà, quand vous allez vers les banques, on vous parle de comptes courants, ça coûte cher. C'est pour ça que les gens souvent d'ailleurs fuient les banques, je pense, et surtout nos jeunes femmes entrepreneurs. Et ensuite, on ne parle pas de ces fameux produits d'épargne qui pourraient nous aider à mettre de l'argent de côté pour de l'investissement futur ou d'autres choses dont vous avez parlé. Donc là, je demande à Madame Barry et on reviendra d'ici que Mariam vienne sur ce que Madame Diack disait, où j'ai aussi eu beaucoup de réactions que je vais partager. Voilà, qu'est-ce que vous l'avez dit, vous avez l'air de dire qu'en fait, c'est même le système, bon, je ne sais pas, je ne peux pas parler du Sénégal, mais en Guinée, le système bancaire qui a des déficits, quoi. Allô? Oui, ok, on vous entend bien, Madame Barry, vous pouvez parler. Oui,
Donc, pour les réactions par rapport au système bancaire en Guinée, bon, après, ça dépend de qui tu as en conseiller, quelle banque tu es. Mais certaines banques, par exemple, font la promotion des dépôts à terme. C'est-à-dire que quand tu as une certaine liquidité, aujourd'hui, ce que certains ignorent, c'est qu'en Guinée, par exemple, avoir un compte de dépôt à terme. Donc, le dépôt à terme, c'est que c'est ton épargne que tu bloques pendant une période donnée, tu décides de ne pas toucher. Donc, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. C'est beaucoup plus rémunéré d'ailleurs que les comptes normaux et tout ça. Certainement, on pousse d'abord au compte courant parce que pour ouvrir un compte épargne, dans certaines banques, il faut avoir un compte courant, sachant que de plus en plus, cela a été abandonné. Je pense qu'il y a un travail de communication sur lequel les banques doivent vraiment travailler. Aujourd'hui, beaucoup de banques même offrent des comptes courants rémunérés. Et je parie que la plupart de beaucoup de gens ne le savent pas. Et ils ne savent pas que ton compte courant il peut être rémunéré, ton compte épargne est rémunéré et tu as un DAT, un dépôt à terme. Donc, certainement, c'est la communication qui doit être renforcée. Et puis, comme je dis encore une fois, il faut qu'on arrive à adapter les produits bancaires aux différents secteurs, aux différentes couches, à la clientèle. Ça dit que c'est pas, on ne peut pas prendre taille sur mesure. Je pense aussi qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'efforts ces derniers temps. On voit de plus en plus de nouveaux produits se faire. On voit de plus en plus les banques, les grandes banques comme les banques panafricaines. On voit aussi des maisons finances se créer comme Cofina, comme Crédit Cash aujourd'hui, qui sont vraiment qui créent des produits, qui créent une offre qui est adaptée comment ça s'appelle, aux entrepreneurs, qui est adaptée aux PME. Donc, il faut savoir peut-être vers quelle banque il faut partir. Je pense que certes, il y a à faire. Aujourd'hui, une grande banque comme la BCG, qui est peut-être en Guinée depuis 40 ans, n'a pas le même défi en termes de mobiliser de l'épargne qu'une banque comme une maison finance comme Cofina, comme Crédit Cash. Donc, il faut savoir choisir sa banque par rapport aussi à son positionnement. Donc, c'est la remarque que je peux donner par rapport à cette personne qui se pose la question de ce que la banque lui offre. Donc, il y a ça. Certaines sont sur liquide au point que c'est elles qui proposent des obligations, celles qui font des... Voilà. Donc, elles ne coûtent pas forcément derrière ton épargne. Par contre, il y a d'autres qui sont là aujourd'hui, elles sont dans la phase de mobiliser de l'épargne parce qu'il y a des ratios quand même que chaque banque doit respecter. Alors, permettez-moi, merci Madame Barry, permettez-moi de redonner la parole à Madame Diack, que j'ai un tout petit peu interrompue. Elle était en train j'ai voulu faire qu'on ait un petit exercice d'éclaircissement. J'espère que ça a été utile pour tout le monde. En tout cas, moi, ça a été utile pour moi. Et de vous redonner peut-être la parole pour que vous terminiez justement ce que vous êtes en train de présenter. Je ne sais pas si vous aviez encore une ou deux slides. Et comme cela... Oui, comme ça, on finalise et les questions vont venir. Voilà. Donc, je suis allée directement sur le fonctionnement d'un plan épargne, plan épargne, et j'ai montré le schéma comme Mariam demandait un schéma. Comment est-ce que ça se passe exactement? Donc, le promoteur peut être le GIE qui est déjà en tontine, en je ne sais pas quoi d'autre, en tout cas, qui arrive à générer des cotisations. Ce système-là peut être tout simplement formalisé, donc créé en structure GIE. On va aller vers un plan épargne. Déjà, c'est un pas de l'inclusion financière. Et le plan épargne, donc toute la vie d'un règlement. Il y a du bruit quelque part, il y a une caméra que j'essaie de te demander d'avoir. La personne doit se déconnecter, s'il te plaît. Il y a un écran vert depuis tout à l'heure et je crois que le bruit vient de là-bas. Est-ce que cette personne peut se déconnecter? AS. Fatou, tu es sur mute. On ne t'entend pas, tu es sur mute. Oui, j'ai coupé son micro. J'ai coupé son micro. J'ai pas de contrôle sur sa caméra. Je vais envoyer un message. Mais tu peux lui envoyer un message. Tu sais qui c'est, n'est-ce pas? Merci. On peut continuer, Madame Diack. On est désolé. Voilà. Donc sur le mode de fonctionnement, cette cotisation-là
elle est transmise auprès d'une société de gestion et d'intérim, donc CGF Bourse, qui ouvre un compte à chaque adhérent de ce règlement-là. Chaque adhérente, ça veut dire que, adhérente, je dirais, ça veut dire que Mariam qui peut, si on a dit sur le règlement que les cotisations minimum sont de 10 000 francs, Mariam qui peut donner 1 million tous les mois, alors que moi, je ne peux donner que 10 000 francs, ça permet cette mutualisation qui permettra de soutenir cette épargne collective. Donc, aujourd'hui, sur un plan épargne, quelqu'un qui a un plan épargne qui pèse 1 million, en termes de frais, il ne payera que 2 500 francs là. Ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, ces produits-là sont créés par CGF Gestion, qui est la société de gestion, qui gère tout ce qui est épargne collective, qui me donne des paniers et qui, ces paniers-là sont proposés. Ces paniers-là sont des fonds communs de placement. J'ai mis un comité de surveillance parce que pour chaque promoteur, il y a un comité de surveillance qui se met en place. Donc, ce comité de surveillance-là viendra voir le gestionnaire, viendra voir la société de bourse. On s'asseyera ensemble pour dire qu'est-ce qu'on doit faire. On rédige le règlement ensemble puisque c'est un plan d'épargne dédié. On rédige ensemble ce plan d'épargne-là et on y va ensemble. Parce que quand il faudra communiquer avec les groupements, il faudra bien que cette société de gestion-là vous accompagne. Donc, on va communiquer ensemble. On va présenter le projet ensemble. Et ensuite, une fois qu'il y aura des adhérents, ces adhérents qui viendront placer, ces fonds-là seront placés directement vers des fonds communs de placement, sécurisés évidemment, avec rien de dynamique, quelque chose de tranquille qui vous permettra, par exemple, d'avoir un rendement minimum de 5% l'année. Et on déterminera ensemble les règles de déblocage. Quand est-ce que ça va être débloqué? Est-ce qu'on débloque tous les mois? Est-ce qu'on débloque tous les 6 mois? Le mieux est de débloquer au moins peut-être tous les 2 ans, ce genre de choses, en disant on a créé cette épargne-là, mais en créant des règles assez fluides, permettant peut-être au surplus de cotisation d'être utilisé à tout moment, ce genre de choses. Et donc, une fois que ce groupement-là a l'habitude, en tout cas, tous les groupements que nous gérons ainsi, ils sont bien contents de se dire, on a une petite épargne quelque part, dans 2-3 ans, j'aurai mon petit projet, je pourrai en bénéficier. Et donc, je cotise le maximum en me disant, dans ce laps de temps-là, je pourrais faire quelque chose avec. Et donc, c'est l'utilisation de ce produit est très, très simple. Parce que elle va avec un accompagnement. C'est pourquoi j'ai insisté sur accompagner par des professionnels. Quand on va sur quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est bien d'être accompagné par des professionnels qui vous donnent toutes les étapes. Étape 1, voilà où est-ce qu'on en est. Étape 2, voilà. Si on doit aller communiquer, on communique ensemble jusqu'à ce que vous maîtrisiez vous-même votre produit. Vous pouvez aller communiquer, aller transférer cette formation-là. Parce que il n'y a pas de secret. Former en gestion financière, former ces populations-là, c'est incontournable. La formation est incontournable pour que la compréhension soit là. Donc, tranquillement, elles seront formées tranquillement en ayant l'exemple, en ayant peut-être, pour ceux qui peuvent se connecter à tout moment, ils pourront se connecter pour voir, tiens, sur mon compte, qu'est-ce que j'ai? Et pourront voir directement, ah, ma cotisation de tel mois, je ne la vois pas sur mon compte, et alerter. Donc, tout ça là, ça nous a permis de voir que, attendez, de faire un petit point. Les rendements espérés aux sorties, différentes sorties. Je l'avais calé sur la retraite, cette hypothèse-là. Elle est calée tout simplement sur une hypothèse, on va vers la retraite, voilà ce qu'on fait. On peut faire, peu importe ce qu'on fait avec. Hein. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On est l'âge 55 ans, il nous reste 5 ans. Si on cotise 50 000 par mois, on sort avec. Donc, ce tableau-là permet de voir comment est-ce que ces gens-là peuvent bénéficier de leur épargne tranquillement. Non seulement ils sont inclus financièrement,
mais ils peuvent, sans payer trop de frais, ils peuvent participer parce que tous ces produits sur lesquels ils souscrivent, ces produits-là sont basés sur les actions, les obligations. Donc, économiquement parlant, j'aide cette structure-là à se développer parce que le produit que j'ai choisi, il a des obligations. Donc, plein d'États africains ont emprunté sur ce marché-là. Donc, ces produits-là, le fonds sur lequel j'ai souscrit, lui a souscrit à un emprunt obligataire de l'État du Sénégal, de l'État de Côte d'Ivoire, de l'État du Mali, etc., ainsi de suite. Donc, ça permet en fait de générer des revenus tout en participant au développement de nos économies. Parce que cette épargne-là, on a différentes sortes d'épargne. On a à côté, on a beaucoup parlé des tontines, mais ceux qui ont les moyens souvent sortent de la zone, vont en Europe, vont aux États-Unis, vont dans des paradis fiscaux pour placer leur épargne en se disant que cette épargne-là, après, je vais pouvoir bien vivre ma retraite. Mais seulement, on ne se rend pas compte que c'est l'épargne locale qui développe nos économies. La preuve, sur nos marchés financiers, les plus gros participants de nos marchés financiers sont souvent des fonds d'investissement internationaux sur le marché surtout dynamique des actions. Quand il y a une crise, on a vécu toutes les crises de manière violente parce que tout simplement, ces fonds d'investissement-là, quand sur l'international, ils sont bloqués, ils viennent sortir en masse sur un marché qui leur donne des rendements avoisinant les 30-40% de rendement. Donc, ces 30-40% de rendement, ils les constatent tout de suite et ils vont faire face à leur crise à eux. Alors que nous oui. Alors que nous, souvent, ceux qui ont les gens qui ont les moyens financiers vont souvent sur ce marché international-là faire vivre l'économie. Allô? Oui, faire vivre l'économie donc de l'Europe, des États-Unis, etc. Donc aujourd'hui, on a un marché financier existant. L'appropriation est lente, mais elle est incontournable. Aujourd'hui, avec la crise du Covid, on voit des gens venir épargner en masse en disant « Ouh là là, ça là, je ne m'y attendais pas ». Ce qui veut dire que les gens commencent à ouvrir les yeux parce qu'on n'a plus la contrainte grand mariage. On n'a plus la contrainte acheter des boubous à n'en plus finir. On n'a plus toutes ces contraintes-là puisqu'on est en état d'urgence. Il n'y a plus de regroupement. Il n'y a plus tout ça. Donc, ah tiens, ces fonds-là, allons les mettre, allons constituer une petite épargne. Cette petite épargne-là nous permettra peut-être de souffler à un moment donné de notre vie. Et de plus, oui. Je vais devoir faire la police parce que je regarde l'heure et ça devient de plus en plus intéressant et on n'a presque pas envie de vous couper parce que vous avez lancé tellement de thèmes, non seulement sur je dirais presque les réflexes vous avez parlé de ce qui se passe avec les structures qui viennent, qui ont des gros profits et qui vont faire face à leur crise. Je pense que ce sont des concepts très importants. Vous avez aussi parlé vous avez expliqué comment cette crise nous donne une opportunité de changer nos comportements vis-à-vis de nos habitudes. Je pense que ça aussi, et justement, c'est très bien. Vous êtes en train de nous donner justement je crois que ce sont des conseils très pratiques pour dire que sur les 2-3 derniers mois, toutes les dépenses qu'on n'a pas faites, on peut placer ces revenus quelque part. Bon, pour les femmes chefs d'entreprise aussi, elles ont perdu des revenus. Voilà aussi le problème que nous avons. Maintenant, moi, ce que je voudrais faire, parce qu'on est en train de regarder, le temps passe très, très vite. Et il y a quand même une session. Et comme on savait que cette session allait être beaucoup plus technique que celle de la semaine dernière, du mois dernier, on a proposé à notre partenaire Microsoft Consulting, qui avait fait la deuxième partie le mois dernier, de nous permettre d'avoir plus de temps avec vous. Comme cela, ça vous permet aussi de bien échanger avec nos femmes. Fatou, je voudrais que tu prennes cette partie-là pour peut-être essayer de donner 3 ou 4 questions en même temps, en donnant les noms des personnes qui ont posé les questions. Et on va faire peut-être 2 rounds avec Madame Barry et Madame Diack. Ouais.
Alors, juste vous dire qu'il y a beaucoup de questions, évidemment, et qu'elles sont longues pour certaines, et d'ailleurs d'autant plus techniques que même ce que vous avez échangé. Donc, je vais essayer de faire le tri et je vais les donner par, comme Mariam l'a dit, de manière groupée, mais j'ai pas pu les regrouper par type de thème ou de questions. Donc, je vais aller de manière chronologique dans ce qui a été posé, en disant qui a posé la question, en posant quelques-unes. N'oublie pas de donner le nom de la personne et de quelle ville, hein, s'il te plaît. Oui, oui. Alors, vous avez Mati Ndiaye qui, dès le départ de la présentation de Madame Barry, a demandé de lui expliquer ou de clarifier les questions d'épargne et de capitalisation, si je lis bien. Voilà. Et ça, c'est Madame Mati Ndiaye qui est apparemment une business coach. Elle demande aussi, dans ce contexte de crise systémique, est-ce qu'il va y avoir une répercussion sur la réaction des épargnants, notamment les formes d'épargne qui vont être privilégiées? Je pense que Madame Jack a commencé de répondre à cette question. Toujours Mati qui demande... Oh là, j'ai d'autres questions qui viennent et ça me coupe des questions qui filent, pardon. Voilà. Donc, elle revient sur la capitalisation qui semble une forme d'épargne qu'elle ne connaissait pas. Forme d'épargne citée justement par Madame Barry. Et donc, elle a une autre question un peu longue qui est suite à l'impact du Covid. Si les épargnantes vont consommer leur épargne pour faire face à la survie de leurs entreprises, à court terme, elles vont faire face en toute autonomie. Mais cela ne risque-t-il pas d'avoir un effet non rassurant et sécurisant à moyen terme? À quoi bon épargner pour réaliser des projets si je dois faire face aux aléas seuls de manière récurrente? Répétition des crises. Ne faut-il pas aller vers de la prévoyance assurance? Je vais m'arrêter là. Je pense qu'il y a 4 questions déjà de la même personne et après je passerai aux autres questions. Toutes les questions-là, c'était une seule personne. C'était une seule personne. C'était une seule personne. Wow. Oui. D'accord, mais écoutez, on remercie Madame Mati Ndessi. Oui, pour son intérêt sur le sujet et puis vraiment toutes ces questions et tout. Épargne et capitalisation. Donc, si j'ai bien noté, elle veut savoir quelle est la différence entre l'épargne et la capitalisation. Bon, peut-être pour juste reprendre, je pense que j'ai fait la différence entre l'épargne garantie et l'épargne toute seule. Donc, l'épargne garantie, c'est que je me projette, je me dis, dans 5 ans, je veux avoir X montant et je viens voir ma compagnie d'assurance ou certainement je vais aller sur CGF Bourse, me dire, voilà, pour avoir tel montant dans 5 ans, est-ce que je dois mettre de côté chaque année ou chaque mois pour garantir cette épargne? Donc, ça, c'est de l'épargne garantie. Dans cette épargne garantie, il y a la partie épargne pure et puis il y a ce que j'ai capitalisé. Donc, ce que j'ai capitalisé, c'est l'intérêt que j'ai eu sur le montant que j'ai déposé. À titre d'exemple, mon épargne, le montant que j'épargne est de 100 000, mais je vais capitaliser 3,5% sur les 100 000. Donc, là, c'est dit que j'ai mon épargne et puis j'ai l'intérêt, donc j'ai rentabilisé mon épargne. Donc, voilà, donc... voilà, j'ai fait la part des choses entre l'épargne. Donc, quand j'irai à la banque, c'est le montant qui est là, qui est épargné, qui est là. Par contre, si je viens voir une société telle qu'une compagnie d'assurance, c'est l'épargne garantie que je traite avec eux. Donc, je me projette dans le futur, voici ce que je veux avoir. Je reviens en arrière pour dire, voici comment je m'organise pour atteindre ce montant-là. Donc, il y a ça. La deuxième, il n'y avait pas une deuxième question. Je pense que Madame Si parlait beaucoup encore de la capitalisation. Certainement, ça rejoint ce que je viens de détailler là. Alors, le troisième point, je pense qu'elle est arrivée à une conclusion pour dire pourquoi ne pas aller dans la prévoyance vu les risques, les aléas et tout ça. Oui, c'est une conclusion, c'est un peu ce que j'ai cité au début. Je dis, j'épargne, on épargne pour un investissement face aux aléas, il y a de la prévoyance. Donc, encore une fois, les professionnels sont là pour répondre à ça et c'est des produits qui existent. Aujourd'hui, ça marche au niveau, en tout cas, de nous, notre groupe localement ici, que ce soit le groupe NCA, que ce soit d'autres groupes, aujourd'hui, les produits de prévoyance marchent. Quelqu'un viendra dire, voici le montant que je veux. Sachant que toutefois, la prévoyance intervient beaucoup plus, les gens sont beaucoup plus ancrés sur la prévoyance.
en cas de décès ou en cas d'invalidité, mais pas des risques comme le Covid, parce que ça, ou des crises sanitaires, parce que ça, c'est nouveau aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'avec ce qui s'est passé, les réflexions sont en train de se faire. La plupart des contrats d'assurance, par exemple, excluent les pandémies, mais aujourd'hui, on est en train de revisiter tout ça pour se dire, puisque les pandémies, comme on a vu ce que ça s'est fait, ce qui s'est passé, donc c'est des exclusions qui sont en train d'être traitées pour en tenir compte. Donc voilà, oui, la prévoyance, les invalidités et tout ça là, c'est un peu tout ça l'objet de cet échange-là, pour savoir que face à chaque aléa, il y a des moyens d'épargner pour être un peu plus en sécurité face à telle et telle situation. Je ne sais pas si j'ai pu répondre un peu aux préoccupations de Mati. Donc voilà pour ce que j'ai répondu. Aussi la parole à Madame Diack. Merci beaucoup, Madame Barry. Peut-être si elle a quelque chose à compléter. Et je vais demander aussi à Fatou de diversifier les questions pour qu'on ne prenne pas seulement la question d'une seule personne. Fatou, s'il te plaît. Hein. C'est compliqué, hein, je m'excuse. C'est un peu technique sur le chat que j'ai. Je vais tenter de le faire, mais sachez que ce n'est pas évident. Mais Madame Diack, peut-être a quelque chose à compléter sur ces questions. Oui. Sur les questions posées, Madame Barry a très bien répondu. Hein. D'accord. Ok, donc on peut passer peut-être à d'autres questions, ça ne dérange pas? Oui, vas-y. Oui. Ok, donc il y a une personne qui n'a pas indiqué son nom, je m'excuse, qui s'appelle User PC. Si elle peut mettre peut-être son micro et nous dire qui elle est après. Sinon, Adélaïde Rosalie Senghor demande: une épargne peut concerner une entreprise, c'est-à-dire bénéficier à l'employeur, mais aussi à chacun des employés. C'est deux questions. Hein. Est-ce que ça peut concerner une entreprise et est-ce que ça peut bénéficier à l'employeur, mais aussi à chacun des employés? Donc, je pense que elle en avait parlé, Madame Barry en avait aussi parlé plus tôt. Quelqu'un félicite et remercie d'avoir sensibilisé sur les bienfaits du financement inclusif. Ensuite, voilà, quelqu'un demande par rapport au crowdfunding et au financement participatif, plus d'informations aussi. Une autre personne, et je suis désolée, j'ai des noms d'ordinateurs, ça dit Lenovo, les taux des DAT ne sont intéressants que lorsque le montant de l'épargne est conséquent. Y a-t-il vraiment possibilité de revoir ces taux pour inciter les entrepreneurs à faire des DAT? Voilà, là c'est Aïchatou Nyang Touré du Sénégal. J'ai créé une entreprise individuelle dans le domaine de l'agroalimentaire depuis 9 mois seulement. Je fais de la transformation de produits locaux avec 2 autres collaborateurs sur ce projet. Mon problème est que je n'arrive toujours pas à épargner. Nous n'avons pas eu de financement jusque-là, certes, mais je me demande si on n'a pas un problème de trésorerie et avec la crise, c'est encore très compliqué. Comment devons-nous faire pour épargner? Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que ça fait 3 questions. Je prendrai celle de la première. Une épargne peut concerner une entreprise et bénéficier aussi à ses employés. Donc, pour cette question-là, l'épargne entreprise, j'ai bien parlé du plan épargne entreprise. Le plan épargne entreprise concerne les employés d'une entreprise et l'entreprise accompagne ses employés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un employé qui cotisera sera subventionné, ce sera déterminé au préalable, sera subventionné par son entreprise et cette subvention-là sera défiscalisée. Un plan épargne, ça peut être un plan épargne comme ça peut être un fonds commun de placement. On a créé le premier fonds commun de placement de la zone UEMOA en 2004, qui aujourd'hui a fait plus de 500% de rendement parce que c'est placé en bourse. Parce que tout simplement, la société a accompagné ses agents. L'épargne concernant l'entreprise fait de la gestion de trésorerie. C'est-à-dire que toute sa trésorerie doit être rentabilisée. La trésorerie ne doit pas dormir. J'ai besoin d'un montant. C'est pourquoi je parlais au préalable de sérier des revenus. Quand on prend des revenus, on les série.
sur 6 mois, sur 3 mois, sur voilà comment j'avance avec mon mot. Et pour ça, il faut être accompagné par le professionnel qui derrière vous dira, ah tiens, il y a un produit monétaire, donc il y a, sur les marchés financiers, il y a plusieurs marchés financiers. Il y a les produits de la Banque centrale qui très souvent sont des bons du trésor sur du très court terme. Ils peuvent être sur 3 mois, ils peuvent être sur 6 mois. Donc, il faut diversifier. Donc, cette diversification permet de toujours rentabiliser sa trésorerie. Donc, toute trésorerie qui va attendre 1 mois, 2 mois devra être placée et rentabilisée. Et à côté de ça, vous avez avec les sociétés de gestion d'OPCVM qui, elles, créent des fonds communs de placement. Vous mettez dans des fonds communs de placement avec des liquidités immédiates et qui sont rémunérés souvent dans des 5%. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, sur toutes les opérations structurées par nos sociétés de bourse, les premiers clients que nous avons sont les banques et les sociétés d'assurance. Donc, ils souscrivent à hauteur de… Les banques sont à plus de 50%. Quand l'État du Sénégal demande 100 milliards, à plus de 50%, ce sont les banques qui viennent. Ensuite, ce seront les sociétés d'assurance qui viendront à hauteur de peut-être 20%. Parce que tout simplement, ils ont de la trésorerie à rentabiliser. Ah ben oui. Ah ben oui. Parce que de l'autre côté, ils ont des DAT à payer. De l'autre côté, ils ont des contrats d'assurance à payer. Donc, aujourd'hui, quand on se lève en société de bourse, on structure une opération en disant, en structuration, on a structuré pour l'État du Sénégal, on a structuré pour une entité qui emprunte ou bien une entité qui ouvre son capital sur le marché. Tout ça là, ils viennent, ils en profitent et ils profitent des rendements pour pouvoir rémunérer de l'autre côté les produits qu'ils proposent. Aujourd'hui, en termes de rémunération sur notre marché, sur 2019, on a rémunéré en rentabilité entre les actions et les obligations, rentabilisé plus de 840, près de 850 milliards en 2019. Madame Diack, je voudrais que vous me répétiez ça, que je puisse capturer ça sur… Parce que c'est impressionnant comme chiffre. Et j'ai dit, il y a 46 sociétés cotées sur le marché des actions. Il y en a 42 sur le marché des obligations. Ça a généré tout ça en rentabilité. C'est cette rentabilité-là dont les fonds profitent, dont les banques, etc., ils profitent tous de ça. Un titre qui vient se faire coter et qui donne des dividendes, il le donne annuellement. Parfois, il coûte, si, par exemple, avec le Covid, notre marché a beaucoup baissé. C'est le moment de ramasser. Pour les avertis, ils viennent acheter en se disant, ce sont des titres qui donnent des dividendes. J'ai un dividende, une rentabilité de 10%, de 15%. Parce que tout simplement, j'ai acheté des actions de telle ou telle entreprise. J'ai acheté des actions de ces entreprises-là au bout d'1 mois, parce que je l'ai acheté en avril. Au bout d'1 mois, au mois de mai, on m'a donné presque 10% de rendement. Parce que tout simplement, j'ai eu l'esprit, et ça c'est dans du dynamique. Alors que quand vous allez vers les emprunts obligataires, il y a les emprunts obligataires qui rémunèrent à hauteur de 6%, 6,50%. Donc 6,50%, il vous dit, bon, le 6,50%, je le divise par 2, je vous le donne tous les semestres. Ça veut dire que tous les semestres, vous recevez quelque chose. Et donc ça, c'est de la gestion de trésorerie. L'entreprise sera de la gestion de trésorerie. Quand de l'autre côté, elle créera un fonds commun de placement ou bien un plan d'épargne pour ses employés qu'elle subventionnera, qu'elle accompagnera. Et cette subvention-là, qui s'appelle abondement, sera de l'autre côté défiscalisée auprès des impôts. Très bien. Je pense que ça a été très clair. On est en train de rentrer dans la cour des grands là, pour beaucoup de personnes, pour beaucoup, et moi y compris en tant que chef d'entreprise. Vous avez, mais vous nous motivez. Je pense que les 2 interventions que vous nous avez faites aujourd'hui, on va voir les feedbacks des unes et des autres. Fatou, je crois qu'il y a des questions qui continuent à venir. Oui, à pleuvoir, comme on peut dire. Alors, il y a Adja Kaba qui mentionne qu'elle a posé une question depuis très longtemps. Ouais, j'ai dit à Diakaba que j'ai au moins 20 000 questions et que j'ai du mal à trier et voir. Ensuite, on pourra y répondre. Hein? Même si oui, mais réellement, voilà, ça pleut. Hein,
peux même pas imaginer, j'arrive pas à compter. Et en fait, quand je suis en train de lire une question, d'autres tombent, donc ça fait remonter l'écran. Bon, bref. J'ai une question depuis tout à l'heure quand même que j'avais vue qui allait dans le sens, et c'était encore d'une personne qui n'a pas son nom, qui s'appelle User PC, qui demandait comment emmener les marchés financiers vers le monde rural. Donc ça, c'est une des questions. Ensuite, dans le même sens, il y a Bineta Sarr qui demande bonsoir, je suis une petite d'un réseau des AVEC, association voilà, villageoise d'épargne et de crédit. On travaille dans l'informel. Les membres font des épargnes et des crédits avec un intérêt de 5%. Comment devons-nous faire pour épargner? Voilà. L'autre, c'est donc Rokia Ndiaye dit par rapport à votre intervention, Madame Jack, du coup, il faut toujours tenir en compte que le banquier te prête son parapluie quand il fait beau et le reprend quand il pleut. Donc ça, c'est juste un commentaire, pardon. J'ai encore des commentaires, je cherche des questions. Voilà. En cette période de crise, n'est-il pas risqué d'investir sur les marchés boursiers pour une petite entrepreneur? C'est une autre question. Je voudrais alors ça c'est Nilan, pardon, qui demande, elle voudrait comprendre comment est taxée l'épargne au Sénégal et dans l'espace UMOA. Alors, un commentaire toujours, en effet, le placement est clé pour développer nos économies. Et elle suggérait que vous communiquiez un peu plus sur ces outils-là, Madame Jack. Je ne sais pas si on va avoir le temps. Voilà, je pense que ça fait 2-3 questions. On a commencé avec 15 minutes de retard, donc on a vraiment les dernières 15 minutes. Nous sommes dans la dernière ligne droite, donc je voudrais demander aussi à nos intervenants peut-être un peu plus streamline, de façon plus streamline pour pouvoir répondre à ces questions. Mais c'était juste pour vous donner en termes de timekeeping. Il va rester à peu près 15 minutes sur cette session. Juste pour ce qui concerne la question de Madame Sarr Bineta, qui est présidente d'un réseau, l'association villageoise d'épargne et tout, travaille dans l'informel, les membres font des épargnes et des crédits avec des taux d'intérêt de 5%. Et comment faire pour épargner? Bon, je suppose que c'était tout l'objet de cette présentation. C'est peut-être de voir un peu avec les différents outils qu'on a donnés. D'abord, c'est de faire une analyse de la trésor. Et puis, voilà, commencer, si ce n'était pas pensé, de commencer à mettre en place un mode et tout ça. Mais là, comme ça, c'est un peu délicat. En tout cas, pour moi, je ne sais pas si Mme Diak a quelque chose à dire. On a déroulé les différents outils au cours de cette session. Peut-être de voir comment ça peut s'appliquer. Là, c'est un peu compliqué. On n'a pas les chiffres, on n'a pas les analyses. C'est un peu difficile de donner des conseils beaucoup plus précis que ce qu'on a déjà donné. Donc, c'est d'aller vers un professionnel, aller vers des personnes qui en font leur métier avec ces chiffres. Et voilà, ils pourront les conseiller, ils pourront les orienter. C'est le conseil que je peux donner, la réponse que je peux donner à Bineta Sarr. Il y a une dame qui avait demandé pourquoi les taux de DAT n'étaient pas assez, sont conséquents au compte, au montant de l'épargne, si ça ne peut pas être un peu plus incitatif. Bon, là aussi, c'est relatif. Hein. C'est-à-dire que le DAT, c'est quoi? C'est que c'est plus le montant est important, mais aussi la durée. Donc, il y a deux faits qui sont croisés. C'est-à-dire que c'est la durée du compte sans pouvoir toucher à l'épargne, mais aussi le montant. C'est un peu compliqué d'aller sur ça. Mais ce qui est important, c'est que les banques aujourd'hui, par rapport à leurs besoins de liquidité, sont obligées de remonter les taux d'intérêt. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai noté. Il y a une autre question, peut-être Madame Jack. C'était quoi, Fatou? Une autre question? Oui, il y a une question qui concerne directement comment amener les marchés financiers vers le monde rural. Voilà. Et ensuite, ça enchaîne avec le groupe AVEC, groupement AVEC. Donc, ils sont tous les deux liés. Parce que le groupement AVEC, si je me rappelle bien, ils sont basés vers Thiès ou quelque chose du genre. Et ils cotisent, elles cotisent du moins, elles cotisent, ce sont des femmes.
Elles cotisent des petites sommes quotidiennes. Et c'est avec ça, en fait, tout ce que je présentais en termes de plan épargne, c'est ce qui permettra en fait d'atteindre ce monde rural-là. Parce que tout simplement, avec le plan épargne, ça dépendra de comment est-ce que le règlement sera mis en place. Le règlement est la base de tout. Avec un plan épargne, on pourra aller vers les villages et permettre aux gens d'épargner petit à petit. On peut d'épargner d'abord en se disant, voilà ce qu'on compte. Mais l'épargne aujourd'hui doit pouvoir, par exemple, au Sénégal. Nous, au Sénégal, on a découvert le pétrole dans une zone. On fait des découvertes, on n'en plus finir. On a l'or d'un côté. En Guinée, il n'y a pas plus riche pays que la Guinée. Normalement, tous ces villages-là doivent pouvoir dire on a créé une épargne pour pouvoir être dans le capital de ces sociétés-là. En fait, sur mon deuxième slide, si je me rappelle, Fatou, on en avait longuement discuté. C'est ce que ça veut dire. Développer les économies, on s'assoit, on dit, bon, nous sommes de Kayar, par exemple. Kayar, c'est au Sénégal. Pas loin, ils ont découvert le pétrole. Il y a des sociétés qui vont être mises en place. Il y a des sociétés qui viendront. Pour l'instant, on a zéro. Quand on n'épargne pas, on a zéro. Et souvent, on parle de subventions ou bien on parle de PSE. La structure va nous aider à installer quelque chose, etc. Mais tous ces plans PSE et consorts là, s'ils ne te donnent pas 10% de ce qu'ils gagnent, aujourd'hui, on doit pouvoir s'asseoir et dire, nous sommes un groupement et voilà ce que nous valons. Nous valons, on a cotisé pendant 10 ans, nous faisons 1 milliard. Oui, en fait, justement, permettez-moi de vous couper, justement, c'est ça qui est très utile dans cette session. Vous avez beaucoup parlé de créer le véhicule d'épargne. Oui. C'est de ça que vous parlez, c'est-à-dire que quand toutes les deux vous dites qu'il faudrait que que ce soit les structures, les groupements ou les sociétés se tournent vers des professionnels pour les accompagner. En fait, ce que je crois comprendre, toutes les deux, vous avez insisté beaucoup sur le fait que, en fait, on doit avoir recours à des professionnels comme vous. Oui. C'est ce que vous nous dites, en fait. Bien sûr, oui. Et on insiste là-dessus. Parce que c'est un professionnel qui vous permet de bien rentabiliser. Oui. Ouais. Il vous accompagne, il est dans votre trésorerie, il vous accompagne et il vous permet de comprendre le système. Qu'est-ce qui vous permet de ne pas perdre 1 franc par jour? Mais est-ce qu'il y a ce genre de service dans nos écosystèmes, que ce soit au Sénégal ou en Guinée? Est-ce que ça existe? On sait qu'il y a les structures comme les vôtres, mais est-ce qu'il y a des particuliers qui accompagnent, qui font de la gestion? Les anglophones disent du wealth management. Est-ce que c'est facile pour les femmes entrepreneurs ou chefs d'entreprise d'avoir accès à ce type de spécialistes ou d'experts? Non, aujourd'hui... Il ne parle pas des comptables. Dans notre zone, c'est différent. Le métier est différent. Ok, voilà, parce que quand on dit finance, on dit immédiatement, as-tu un comptable? Voilà comment nous, on résume les non, ça n'a rien. Moi, je dirais déjà, au niveau même de l'entrepreneur, il faut savoir se faire accompagner, pas un comptable, mais un bon trésorier sait que l'argent ne doit pas dormir. Comme l'a dit Madame Diack, la trésorerie courante doit être minimale parce que forcément, si je la place, elle me rapporte quelque chose, ça rentabilise. Vous voyez, donc forcément, même l'équipe qui est là, ce que je ne sais pas faire, j'ai un expert dans mon équipe qui sait le faire. Si moi, je ne connais pas ce que c'est que la bourse, les assurances, les banques, mais au moins cet expert dans la trésor, là, ou peut-être même un cabinet d'audit ou un cabinet d'expertise. En tout cas, il y a des cabinets qui sont là, qui font de l'accompagnement. Le plus grave, c'est de penser que moi, tout seul, je peux le faire dans mon coin. Donc, on n'a pas forcément, c'est-à-dire que forcément, il y a des gens autour de nous dans l'écosystème, que ce soit des cabinets en advisory, que ce soit mon équipe dans la compta. Et petit à petit, il y a même des gens qui s'installent à leur propre compte, qui accompagnent dans la gestion des fonds d'investissement et tout. Donc, voilà, ça se met en place, les outils sont là. C'est peut-être de renforcer les plateformes d'échange, comme ce qu'on est en train de faire, pour essayer de créer plus de synergie, pour passer l'information. Mais pour moi, les outils sont là, mais c'est peut-être méconnu
d'un certain de bon nombre parmi nous. Oui, je peux appuyer ça par rapport, j'ai pas réussi à faire la synthèse des questions, etc. Mais une chose qui ressort vraiment, pour répondre même à la question de Mariam, c'est que la plupart de nos participants disent que non seulement elles n'ont pas accès à ces produits, mais elles n'ont même pas une visibilité dessus. Quand elles vont vers leur banquier, quand elles vont vers... On ne leur en parle pas ou on ne les aide pas. Je vous donne la dernière question qu'on vient d'avoir, qui est presque dramatique, qui vient de Adia Nyalankaba, donc de la Guinée. Elle dit « Je suis dans le Séré de mon village et nous avons 127 millions de francs guinéens de cotisation en 2019 par un nombre de 300 membres. 127 millions de francs guinéens, je ferai les conversions après en CFA, je ne maîtrise pas, en cash donc elle dit qu'ils ont ces 127 millions en cash que notre comptable garde chez lui, 127 millions de francs. Je voudrais des conseils pour m'aider à convaincre nos chefs d'investir ne serait-ce que la moitié de ce montant. Donc, vous voyez, on le sait, dans nos économies et dans les écosystèmes, il y a tellement d'argent qui est thésaurisé et qui dort. Et l'argent, je pense qu'il y a une chose, Madame Diack, que vous avez mentionnée par rapport même à la première session, quand on échangeait avant cette session, vous avez parlé de cette épargne collective. Et je trouve que ce n'est pas assez ressorti aujourd'hui. Là, beaucoup posent des questions à savoir, bon, ben, comment moi je vais voir mon banquier, mais de manière même individuelle. Or que là, on parle aujourd'hui vraiment de mettre de l'épargne collective en place et d'être plus fort avec, aussi bien pour nous que pour nos entreprises que pour nos économies. Donc en fait, juste la question était de Adia, comment convaincre leurs chefs? Et je pense que ça revient à cette question de comment emmener le rural vers les capitaux, etc., etc. Et l'informel vers le marché des capitaux, en fait, parce qu'on a un écosystème trop informel. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai montré le schéma. En termes de plan épargne, l'informel doit devenir formel. Parce que quand on vient en groupement, on doit se constituer en quelque chose. On est un GIE, on s'assoit, on dit, bon, on va déclarer, on est un GIE. On va faire nos cotisations ensemble et on va essayer de développer quelque chose dans notre coin, dans notre région. On va dire, par exemple, on n'a pas de forage, on va cotiser pour un forage, on va cotiser pour... Voilà, il y a des cotisations qui sont ponctuelles et qui servent à quelque chose. On le fait tout de suite. Quand on fait une cotisation en se disant, on cotise sur tant de temps, on a découvert du pétrole, on a découvert de l'or, on fait du coton, on cultive du coton dans telle zone. Comment faire pour qu'ensemble, on puisse développer ce produit que nous proposons à l'extérieur, dans nos pays d'abord, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on doit pouvoir s'autosuffire, alimentaire, que ce soit alimentaire, que ce soit en termes de produits. On doit pouvoir dire la Guinée produit ça, le Sénégal va chercher en Guinée au lieu d'aller chercher ailleurs. Le Sénégal produit le peu que le Sénégal produit, la Guinée vient chercher, etc. On doit pouvoir s'asseoir et avoir des canaux qui puissent nous permettre de nous rencontrer. Parce que nous rencontrer, c'est la chose la plus difficile. En termes même de voyage, maintenant, on arrive à voyager en saut de puce. En termes de voyage, il y a 10, 15 ans, il y a 20 ans, je me rappelle quand on allait en Côte d'Ivoire, il fallait dormir dans l'avion, quasiment, faire toute la côtière pour aller à Abidjan. Donc maintenant, aujourd'hui, ça, c'est un peu plus facilité. Mais il faudrait que tout cela, qu'on puisse dire que nous en profitions, nous. On se dit, on se serre les coudes et on se soutient mutuellement. Voilà. On cotise ensemble, le groupement cotise ensemble, on sait qu'on a besoin de ça. S'il le faut même, on fait du troc. Voilà ce que j'ai, l'autre a ça, on fait un échange. En tout cas, il faudrait pouvoir trouver une solution pour se dire qu'on est obligé de se développer ensemble. Ça a été dit par Fatou Diop. Elle l'a dit en Europe. Moi, je le dis d'abord entre Africains, nous sommes obligés de nous développer ensemble. On s'assoit et... Allô? Je crois que oui, c'est un très bon thème. C'est un superbe thème d'ailleurs sur lequel je crois qu'on peut donner les dernières minutes, vous donner les dernières minutes. Le sujet est très intéressant hein, et honnêtement,
c'est parce que on veut respecter le temps qu'on a demandé, on a essayé d'allouer, on vous demande à vous et aux participants. Et je suis vraiment, je crois que je voudrais donner à Fatou encore, peut-être si elle a 2 ou 3 autres questions percutantes qu'elle pense qu'elle peut recenser. Et on va essayer de terminer. On a la dernière partie de cette session. J'ai beaucoup moi-même de questions, ça ne finit pas, mais je fais la place. Alors, je viens d'avoir deux questions sur la question de confiance. Mais avant ça, il y avait une question qui est importante, je trouve aussi, parce que dans notre environnement, on a tendance à avoir plus ces banques commerciales qui font pas forcément ce qu'il faut. Et la question est comment accéder au marché obligataire. Et il y a une chose qu'on n'a pas traitée, Madame Diack, on en avait parlé, la Guinée ne fait pas partie de l'espace UMOA, donc il faudrait expliquer aussi comment on peut régler ce souci. Enfin, pas nous, on est trop petits, mais voilà, comment épargner sans aller forcément en Europe. Et donc, elle dit comment accéder au marché obligataire, pas par les banques commerciales, et quel est le montant minimum à placer. Non, pardon, par les banques commerciales qui sont là. Comment accéder au marché obligataire par les banques commerciales et quel est le montant minimum à placer. Les questions maintenant sur la confiance, c'était de Rokia Ndiaye qui disait la confiance, il y a toujours des gens qui ont toujours cette peur des banques et surtout leurs conseils d'épargne. Si c'est le compte courant et que les agios tombent, ils vont dire que c'est du vol. Monsieur Dia, on a un monsieur avec nous, comment bâtir cette confiance indispensable avec les informels? Voilà. C'est monsieur Dia. Est-ce que je peux rajouter une petite question qui me trotte depuis? Je suis désolée, je vais la rajouter, c'est terminé. Vous savez, on a dans vos expériences, dans votre expérience personnelle, que ce soit dans la microfinance ou dans vos structures respectives, est-ce que vous voyez une différence entre les femmes, je dirais, urbaines ou rurales, ou les femmes, je dirais, d'un niveau d'éducation supérieure par rapport à leur réflexe de l'épargne? Il me semblerait que les femmes dans les tantines en région rurale s'en sortent mieux par rapport à leur capital confiance dans les groupements. Mais on n'a pas de chiffres pour dire cela. Mais vous qui pratiquez un tout petit peu les différents profils, peut-être que vous avez des idées là-dessus. Moi, si je me base sur mon expérience, je sais que les femmes, pourquoi le capital confiance, c'est surtout au niveau rural? Parce que tout simplement, elles cotisent parce qu'elles ont un objectif commun. Et cet objectif commun est quelque chose de soit alimentaire, c'est quelque chose de concret. En général, en ville, les gens cotisent pour s'acheter le bazin. On cotise pour tout ce qui est accessoire. Mais pour des gens qui ont faim, on sait que j'ai rempli le grenier de celle-là ce mois-ci, le mois prochain, c'est mon grenier qui sera rempli, ainsi de suite. Ces femmes-là sont obligées de se soutenir parce que ce village-là, on ne va pas le quitter. On y sera ensemble et on fera tout ensemble. Mais aujourd'hui, maintenant que les gens pensent à l'essentiel et oublient un peu le détail, mais entre parenthèses le détail, on doit pouvoir en profiter pour formaliser tout ça. Au lieu de, si les gens aiment le terme tontine, gardez tontine, mais tontine qui gagne. Si les gens, il faut toujours s'adapter en fait. Une tontine qui est rentabilisée. Parce que si la tontine me doit me donner tout ce que j'ai cotisé par mois, j'ai perdu du temps parce que ça ne sert à rien. J'aurais pu rentabiliser les fonds. Donc, peut-être que nous aussi, nous devons nous adapter. Créer des termes qui puissent allécher en se disant, oui, ils ont un plan épargne tontine. Donc, j'ai le mot tontine, donc ça me rassure. Je sais que sur mon compte, ma tontine, je vois ma tontine déposée. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, je vois ma tontine déposée. Si je dois acheter des mèches avec, c'est mon problème. Si je dois acheter, ça dépend. Mais aujourd'hui, le monde rural, de plus en plus, est conscient qu'ils doivent se formaliser. Ils en sont. Moi, j'échange beaucoup avec tout ce qui est des groupements de femmes. Et ce sont des groupements de femmes qui ont besoin de comprendre le système, qui ont besoin de nous approcher. Pas en se disant, ouh là là, c'est trop compliqué, mais c'est le b.a.-ba qu'on fait avec la tontine. Voilà.
qui est un peu plus cartésien peut-être, carré, mais qui va rapporter quelque chose. Voilà quoi, en gros. Et Voilà. ensuite, comment accéder au marché obligataire? En posant la question même, à un moment donné, Mariam a dit, au lieu d'aller en Europe, le marché obligataire, il existe peut-être en Guinée sur le monétaire avec la Banque centrale. Et c'est tout ce qui est bon du trésor, obligation du trésor. Il existe avec la Banque centrale. Pourquoi ne pas y accéder? En général, ce sont les institutions qui y vont. Les banques, les assurances, les grandes boîtes qui sont au courant. Ils sont au courant, effectivement. Voilà, ils sont au courant. Parce que même les grandes boîtes, si on n'a pas le spécialiste, trésorier spécialiste, il ne saura pas que c'est un marché financier qui existe. Parce qu'on n'arrête pas de me dire qu'il n'y a pas de marché financier. Vous avez un marché financier, mais il est banque centrale. Comme nous, on a des marchés financiers, on a celui de la Banque centrale avec le monétaire qui nous donne des produits à court terme avec les bons du trésor sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an. Et le marché financier de la bourse qui nous donne sur plus longtemps, 7 ans jusqu'à 7 ans. Et la bourse, ce n'est pas seulement le dynamisme dont on parle, actions, obligations, etc. Il y a une question que Fatou avait posée par rapport à ça, parce qu'il y a un qui était frileux en disant avec les fluctuations, est-ce que c'est sûr d'aller en bourse? En bourse, on peut aller sur le marché action comme on peut aller sur le marché obligation. Sur le marché obligation, c'est la sécurité. On est rémunéré en intérêt. Alors que sur le marché action, c'est en fonction des titres que nous avons achetés, donc nous sommes propriétaires d'une partie de cette structure-là. Elle gagne, nous gagnons, elle perd, nous perdons. Voilà. Donc ce distinguo-là doit être clair. Avec les obligations, on emprunte, on prête à une structure. Elle a l'obligation de nous payer des intérêts et de nous rembourser notre capital. Voilà, en gros. Et je crois que j'ai essayé d'aller... Juste pour appuyer, juste pour appuyer, c'est que... Quand vous me voyez... Je vais aller... Excusez-moi, quand vous me voyez avec les téléphones, je vous suis, c'est qu'on reçoit, Fatou et moi, plusieurs messages en même temps pendant cette session. Donc, j'essaie il y a des gens qui ont accès à moi directement et ne passent pas par la plateforme. Voilà. Donc, pour appuyer Madame Diack, effectivement, il existe un marché financier en Guinée, c'est au niveau de la Banque centrale, mais encore une fois, faut-il être au courant? Parce que ce qui se passe, c'est que, en tout cas, le code des assurances, par exemple, c'est très clair. Dans cette société, il est interdit de placer hors de la Guinée. Donc, ce qui se passe, c'est que la plupart des sociétés, nous avons de la liquidité. Nous sommes en quête de véhicules de placement parce qu'il faut savoir que quand même, nous avons moins de véhicules de placement qu'une compagnie qui est, par exemple, au Sénégal ou autre chose. Donc, même l'information, et je suis très contente que Mme Diack l'ait souligné, c'est-à-dire que c'est cette information-là, c'est derrière elle qu'il faut courir, c'est comment la démocratiser pour que ce soit accessible pour tous. Il y a de gros déposants dans des banques, des fois qui ont plus de trésorerie même que des sociétés ou des compagnies là, mais qui n'ont pas l'information, alors qu'eux-mêmes, ils peuvent aller accéder à ce marché des obligations de la Banque centrale. Donc là, c'est le défi qui reste à relever. Et au niveau du capital confiance, dont on a enfin, sur la question qui a été posée par Madani, capital confiance et tout, entre les institutions et puis le secteur informel, pour moi, il y a déjà comment adapter, il faut s'adapter, adapter les produits, s'adapter à ce secteur-là déjà. Il faut être à l'écoute. Quand je rentre dans une banque, normalement, un conseiller clientèle n'a pas le même speech qu'un conseiller clientèle pour le secteur informel. Donc, les banques doivent se structurer, créer ces départements-là pour essayer de s'adapter, mais aussi le respect des engagements vraiment est la garantie de toute capital confiance. Il y a le respect des engagements sur lesquels il faut travailler, se rapprocher, mettre plus de proximité. Et voilà, donc c'est ce que je voulais rajouter sur ce que Mme Diack, parce qu'elle a vraiment tout dit, j'ai juste voulu appuyer sur ce côté-là et insister sur le volet information. Il faut qu'on pousse nos banquiers, nos conseillers dans les banques à nous donner l'information sur la gestion de l'épargne. Quand j'ai un certain seuil de trésorerie dans la banque, il faut qu'on me donne l'information parce que ces véhicules de placement-là, il y a un minimum qui est en Guinée, je peux rentabiliser mon épargne. Il ne faut pas que l'épargne donne, ce n'est pas intéressant. Même les comptes courants peuvent être rémunérés. Donc, il faut aller chercher la rémunération de l'épargne.
Fatou, on ne t'entend pas. Mariam, on ne t'entend pas. Ok. Oui, moi-même, je n'entendais plus. Oui, mais Fatou, ta caméra est partie. Alors, je disais merci beaucoup, Madame Barry. Ok, je peux? Oui. Tu voudrais continuer les questions? Je crois qu'il faut demander la permission et à Madame Barry, et à Madame Diack et aux participantes si elles veulent. Non, il faut qu'on ferme les 19h. Parce qu'on est, Fatou, on est, on doit. Il est 19h, hein, ça va. Je souhaiterais s'interrompre la session. Je le disais, que toutes les bonnes choses ont une fin. Malheureusement, cette belle session doit se terminer là. Et Voilà. ce n'est que la mise en bouche qu'on a faite. Parce que, évidemment, c'est une période exceptionnelle, donc des actions exceptionnelles. On a pris le temps de ces grandes spécialistes qui gèrent non seulement des équipes, mais qui gèrent aussi des portefeuilles assez larges pour qu'elles nous donnent 1h30, 2 heures de leur temps. Je voudrais juste dire les remercier vivement parce que ça a un coût. Nous, on sait que ça coûte. Et elles ont donné de leur temps en solidarité justement aux femmes, au réseau de femmes entrepreneurs, tant au Sénégal qu'en Guinée. Je voudrais vraiment, au nom de l'ONG Africa et de Madame Digital, vous remercier du fond du cœur de nous avoir accordé votre temps et votre expertise. Je voudrais aussi rassurer à nos participantes que s'il y a des questions en plus ou vous voulez savoir un peu plus de chaque structure, évidemment, on ne veut pas qu'elle soit complètement envahie par des requêtes individuelles qui viennent de tous les côtés, qui fusent de tous les côtés, mais on est là pour faire la liaison avec ces professionnels, avec ces structures, parce que c'est le but de cette session, justement, c'est de nous amener vers, on a parlé de formalisation la semaine dernière, aujourd'hui on veut aller vers l'épargne et le marché des capitaux, en tout cas, voilà. On veut aller vers cela. Et Fatou, je ne sais pas si tu as un mot de la fin aussi. Donc moi, c'était vraiment d'abord de remercier Madame Diack et Madame Barry pour leur temps. Voilà, et je te passe la parole. Merci. Alors, pareillement, de les remercier et de leur dire que vraiment, les derniers messages, et ça a encore été une pluie, vous remercie pour les éclaircissements, pour l'intérêt. Les femmes, les participantes et les participants sont très, très, très satisfaits. Que des messages de félicitations. On en veut encore, évidemment, aussi, et la conversation continue. Et j'ai envie de finir avec un commentaire qui dit, et ça parle vraiment de l'essence, je pense, de notre conversation aujourd'hui, qui parle et qui dit bravo pour le terme, pardon, tontine qui gagne. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît plus ce format. Et on fait beaucoup d'épargne dans nos pays, aussi bien en format tontine que autre, mais ça ne gagne pas. Et c'est ça la gravité de la chose. Et aujourd'hui, ce que vous proposez, c'est ça, c'est que l'épargne soit gagnante. Elle soit gagnante non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau de nos économies, de nos pays. Est-ce que l'autre concept sur lequel je veux vraiment appuyer, que vous défendez aussi, c'est cette idée d'épargne collective et solidaire qui peut nous emmener plus loin, aussi bien pour être des forces de proposition devant nos États, que pour être des entreprises plus fortes et aussi devant les autres économies qui aujourd'hui, on le sait, se débrouillent autrement, etc. Et quelqu'un d'ailleurs dans les commentaires s'est plaint en disant est-ce qu'on ne va pas trop vers le système financier européen, etc. Alors peut-être qu'on va vers ça, peut-être qu'on doit inventer notre propre modèle, mais de toute façon, c'est un modèle qui a fonctionné pour eux, sur lequel ils coulent aujourd'hui et on les voit sortir des milliards et des milliards tous les jours d'argent grâce à ces systèmes-là. Comment inventer, nous, notre système? Et je pense que voilà, il faut qu'aujourd'hui, je pense que la leçon à retenir, c'est il faut qu'on ait de l'épargne, des tontines, vous les appelez comme vous voulez, qui gagnent. Merci beaucoup. Oui. Alors, on dit à tout le monde, soyez j'allais dire en anglais, stay safe, mais donc soyez en sécurité. La pandémie et la lutte contre la propagation de cette pandémie dans nos communautés, dans nos foyers, dans nos environnements est toujours présente. Donc, restez avec vos masques et protégez vos proches et vos familles. Et à la prochaine session du Health Coaching. Merci beaucoup, Ndeikadi. Merci beaucoup, Maïmouna. Fatou. Merci. À bientôt. Merci beaucoup.
Merci à tous les intervenants. Merci pour la participation et à bientôt. Merci. Regard croisé de femmes. Regard croisé de femmes. Sénégal. Merci à Madame Yen. Oui, il demande d'ailleurs quand est-ce que vous arrivez en Guinée ou comment vous pouvez aussi. Est-ce que vous pouvez faire des choses en Guinée? Et il nous fait plein d'applaudissements, comme d'habitude. Monsieur Dia est très encourageant de nous, les femmes. Ah oui. On pourra dire à Monsieur Dia qu'on vient de bénéficier d'une très belle éducation financière et que donc ça va avoir un coût ou une obligation de pouvoir avoir accès à ces dames. Exactement. Merci beaucoup, mesdames. Bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos familles. Merci. Ouais. Oui, pareillement. Merci bien. beaucoup. Alors, je vais me couper. Moi aussi, je vais finir le meeting.